Salut les terriennes, salut les terriens, bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 4 terriens de choix avec nous ce soir. Caroline Vigneault. Alors Caroline, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez avocate. Oui. Et un jour, vous avez décidé de faire rire tout le monde, un peu comme Borloo finalement. Depuis, vous êtes sur scène et actuellement à la Comédie de Paris. Et ça marche très bien. Bravo! Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, bonsoir. Vous avez été successivement ministre de la Recherche, de l'Industrie, de l'Éducation, de la Défense, de l'Intérieur. Vous êtes actuellement sénateur de Belfort. Et vous êtes à la gauche du PS. Un peu comme tous les gens de gauche, non? Pas très difficile. Franz-Olivier Gisbert. Alors, Franz, vous publiez un dictionnaire d'anti-citation au Cherche Midi. Pour vivre très con et très heureux, faut pas oublier. Voilà. Et vous animez une émission intitulée Les grandes questions sur France 5. En fait, la seule question que vous posez, c'est qu'est-ce que je fous sur France 5, non? François-Xavier Demaison. Alors, comme Caroline, hein, vous étiez fiscaliste, elle était avocate, vous étiez à New York, et c'est après avoir assisté aux attentats du 11 septembre que vous avez décidé de devenir comédien, pas pilote d'avion. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h, ce soir Christophe Lamarre, qui raconte son combat de médecin au cœur de la grande pauvreté. Nous sommes ensemble, sur Terre, jusqu'à 20h25, avec les gréements de fortune. Alors, Jean-Pierre Chevènement, rebonsoir. Vous êtes sénateur du territoire de Belfort et président d'honneur du mouvement républicain et citoyen. Au-delà de vos actions dans vos différents ministères, votre carrière politique restera marquée par vos refus de vous plier à la pensée dominante. Vous étiez contre la rigueur en 83, contre la guerre du Golfe en 1991, contre le traité de Maastricht, contre l'euro, contre la politique d'austérité d'Hollande. Vous êtes pour des trucs, des fois? Forcément, parce que si j'avais dû démissionner à chaque fois que j'étais en désaccord, j'aurais démissionné souvent. Avant de parler de votre livre, je voudrais revenir sur un point particulier de votre biographie. Vous avez survécu, Jean-Pierre, à un empoisonnement au curare, après une semaine de coma, 57 minutes d'arrêt cardiaque, moins de 0,5% de chances de survie, et vous êtes auto-surnommé le miraculé de la République. Ça, c'est mes copains qui étaient des laïcs stricts et qui ne voulaient pas que si miracle ait lieu, c'est peut-être l'effet du surnaturel. C'est un miracle laïque. Alors, c'est vrai, Jean-Pierre, que quand vous étiez dans le coma, vous avez entendu Lionel Jospin qui disait « Débranchez-le, débranchez-le ». Alors, non, sérieusement, vous êtes passé de l'autre côté, et là, vous étiez en Asie, au bord d'un lac, dans un univers de sagesse. C'est vrai? Ça, c'est probablement un rêve sous morphine. Ouais. Hein, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'au-delà. Ouais. Mais étant très jeune, j'ai été en Indonésie, j'ai connu un petit peu ces contrées. Et disons que j'ai une certaine fascination pour l'Asie. Et alors, vous avez réessayé la morphine après? Non, pas encore. Encore que je considère qu'à partir d'un certain âge, ça devrait être autorisé. Alors, en fait, vous n'avez pas de séquelles, quoi. Hein. Enfin, presque pas. Le tché avec un bonnet Twitter, bon, c'est... Alors, Jean-Pierre, vous publiez chez Fayard, 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire. Et dans ce livre, vous expliquez que la guerre de 14 a duré en fait jusqu'en 1945.
C'est une guerre de 30 ans parce que les élites allemandes, qui étaient les mêmes depuis le début du Second Reich, depuis Bismarck, c'est-à-dire l'alliance des Junkers de l'Est, c'est-à-dire des propriétaires fonciers, l'aristocratie militaire, et les industriels de l'Ouest, notamment de la Ruhr, cette alliance s'est perpétuée très longtemps. Et ils n'ont pas accepté la défaite de 1918, considéraient qu'ils n'avaient pas été vaincus, en tout cas pas sur leur sol, et que finalement c'était un coup de poignard dans le dos qui les avait contraints à demander l'armistice. Tout ça n'était pas exact, mais ils n'ont pas accepté la défaite. Alors ce que vous dites dans votre bouquin, c'est qu'au sortir de la guerre, l'Europe a été érigée en unique facteur de paix, alors qu'en fait la paix de l'après-guerre, on la doit surtout à l'équilibre de la terreur entre les USA et l'URSS. À la bombache. À la bombe, hein, l'Europe est détruite, et il y a deux superpuissances qui peuvent se détruire mutuellement, donc c'est la paix. Donc on va donner à l'Europe, je dirais, des prestiges qu'au fond, elle n'a pas vraiment. Ne mérite pas. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre l'Europe, c'est une bonne idée. Je suis contre la manière qui a été choisie de la faire. Ce que vous reprochez à l'Europe aujourd'hui, c'est d'être non démocratique, soumise aux États-Unis. Vous êtes contre la monnaie unique alors qu'il faudrait une monnaie commune, en fait. C'est-à-dire qu'il y ait l'euro, qui soit une monnaie européenne, et puis que chacun ait sa monnaie, en fait, de chaque pays. À l'origine, c'était même prévu dans ce qu'on appelle le plan Werner, 1970. Ça permet des ajustements monétaires qui sont infiniment moins douloureux que les déflations internes qu'on voit opérer en Grèce, en Espagne, et aussi, il faut le dire, en France, où nous avons comme perspective une stagnation économique à perte de vue. C'est ce qu'a fait Cameron, qui n'est pas soumis à l'euro. Exactement. Voilà. Alors, vous soutenez Hollande, mais vous êtes un des derniers à le soutenir, parce que Hollande, il est à 15%, c'est-à-dire que même Raymond Domenech, il fait plus. Hein. Oui, mais si vous voulez, je pense que François Hollande, comme dit très bien Marcel Gauchet, sait où il va, mais ne veut pas le dire. Et je pense que François Hollande mérite quand même quelques circonstances atténuantes qu'il faudrait lui donner, parce que le Hollande bashing, comme le disait d'ailleurs un chef d'entreprise il n'y a pas très longtemps, ça va finir par devenir ennuyeux, parce que ça nous décrédibilise complètement, nous la France, et nous les entreprises françaises aussi, et à force de taper sur le président, c'est pas très bon. Mais peut-être qu'Hollande, il aurait dû se faire la main sur un petit pays avant la France, le Luxembourg, le Liechtenstein, je sais pas, il aurait pu... Ou la Hollande. Ou la Hollande. Ce qu'aurait pu faire Hollande, c'est de vous nommer Premier ministre. Je ne pense pas que ça lui soit encore venu à l'esprit. Caroline Vigneault, rebonsoir. Alors, vous êtes blonde aux yeux verts. Vous êtes une ancienne avocate. Oui. Vous avez été recalée au Jamel Comedy Club, vous, non? En fait, je crois que je ne l'ai même pas tenté. Alors, vous étiez avocate, François-Xavier était fiscaliste. On parle d'un contrôleur de gestion qui veut monter sur scène. Quand est-ce que ça va s'arrêter, cette connerie? C'est lui qui a ouvert la voie, qu'est-ce que vous voulez? On s'est tous engouffrés. J'ai même trouvé un dentiste qui fait de l'humour, comme s'il ne faisait pas déjà assez souffrir les gens. Le chirurgien dentiste qui fait son show. En même temps, c'est quand même plus facile d'être humoriste qu'avocate. Plus facile, je ne sais pas, différent, ça c'est sûr. Si la blague est nulle, le client n'est pas condamné à perpétuité. C'est vrai, oui. Alors, vous êtes actuellement sur scène à la Comédie de Paris, avec un one-woman show qui s'appelle Caroline Vigneault quitte la robe. Est-ce qu'il existe une version sans la typographie? Je sais, beaucoup de gens me le disent. J'avais un projet comme ça, mais c'était plutôt répulsif. En fait. On regarde à quoi ça ressemble. Alors, quand j'ai annoncé à mes parents vosgiens que je quittais la robe d'avocat pour devenir humoriste, ma mère a super bien réagi. Ah, je vous jure, hein, elle s'est jetée sur mon père pour le réanimer. Vous voyez ce que c'est la commission d'office, hein? Vous savez, c'est là où tous les clients qui n'ont pas d'avocat vont rencontrer des avocats qui n'ont pas de clients. C'est un speed dating judiciaire. Bonjour messieurs, bonjour. Voilà, je me présente, maître Caroline Vigneault. Je suis l'avocate commise d'office pour assurer votre défense. Voilà. Commise d'office, ça veut dire que je suis obligée de le faire, hein, et que je ne vous coûte rien. Hein. C'est mieux qu'une pute. Caroline Vigneault quitte la robe. Très bien.
Vos parents sont toujours pas venus vous voir? Non. Est-ce que vous avez des gens que vous avez envoyés en tôle qui sont venus vous voir? Non, parce qu'ils y sont toujours, vu qu'ils ont pris des grosses peines. Ah, ils prenaient beaucoup. Ouais. Comment défendriez-vous Thierry Ardisson? Ah là, je plaiderais coupable. François-Xavier de Maison, rebonsoir. Ah, c'est notre chanson. C'est notre chanson. Donc, vous étiez fiscaliste à New York quand Oussama Ben Laden a fait détruire le World Trade Center pour vous convaincre de vous lancer dans le One Man Show. Oui. Et alors là, on est passé de ça à ça. Oh, Oui. oh. Oula. Où avez-vous trouvé cette photo? Ah, mais quelle horreur! Grâce à Oussama Ben Laden, des millions de gens rigolent en vous voyant faire Bitou le castor. Ouais, bah oui, non, mais j'avais moins 50 kilos là sur cette Ah photo. là, c'est terrible. Oh là là, c'est dur. Merci Très pour dur. ce document que je vais détruire aussitôt sorti de ce studio. Alors, au cinéma, on vous a vu dans le film d'Antoine Decaune consacré à Coluche. Et c'est vrai que depuis que vous avez joué le rôle de Coluche, vous avez peur en moto. Je fais du scooter. Un petit 50. Oui. Alors, à la télé, vous avez fait un tabac dans Rendez-vous en Terre Inconnue récemment, l'émission de Frédéric Lopez. Alors, tout le monde connaît le principe de cette émission. Il faut supporter Frédéric Lopez pendant 3 semaines. Non. Je C'est ne un peux peu pas vous difficile. suivre sur ce terrain-là. C'est un merveilleux souvenir. J'ai adoré faire cette émission. C'est quel animal qui vous a pissé dessus? C'est le veau. Le veau. Et quand que je me suis un peu plaint, je dis, il y a un veau qui me pisse dessus tous les soirs. Il m'a dit, il te purifie. Ah, Voilà. Est-ce que vous voulez répondre à ça? alors, chez les Raïkas du Rajasthan, le dromadaire est l'égal des hommes. Vous êtes revenu avec d'autres conneries comme ça? Non, j'ai adoré traire des dromadaires, élever des Il y en a chèvres. un qui vous a chié sur la tête, regardez. Non. C'est leur coiffe traditionnelle. Ce sont leurs traditions. Respectez la différence, Thierry Ardisson. Alors, les Raïkas ont hâte que vous reveniez pour faire un retour là-bas au Rajasthan. Ils vous appellent Ketaram. Oui. Et quand vous êtes revenu en France, vous avez appris que ça veut dire le petit gros. Quand même. Ah oui, voilà. Les attaques sur le physique tout de suite. C'est moche. En tous les cas, ils veulent vous revoir, Oui. ne serait-ce que pour reconnaître les enfants. Alors, ça c'était la télé. Sur scène, vous cartonnez avec votre spectacle Deux maisons s'évadent. Alors le 2 décembre, il y a le DVD qui sort. Hein, et le 6 décembre, vous êtes au théâtre Édouard VII pour 30 représentations exceptionnelles. Oui. Dans ce magnifique théâtre que j'adore. C'est très beau. Alors, les critiques sont dithyrambiques. Hein. Il y a Le Monde qui dit « des spectateurs en joie ». Le Nouvel Obs dit « un phénomène, un génie ». Le Point dit « hilarant et ravageur ». Et Le Parisien dit « une vision décapante ». On regarde à quoi ça ressemble. 4 heures du matin, je fais une omelette. C'est l'harmonie avec la nature. Ce sont des gens qui font du vin rouge, mais qui font de caca vert. Elle était tellement grosse qu'elle avait des vergetures sur ses vêtements. Bon, c'est surtout qu'Éric venait de faire son 4e AVC. Elle me vole mon argent. Venez les cupins, venez les cupins. François-Xavier de Maison, à partir du 6 décembre, au théâtre Édouard VII, j'y serai, comme d'habitude. Voilà. Alors François-Xavier de Maison, à partir de maintenant, je ne veux plus vous entendre. On va faire une interview sans la bouche. Sans la bouche. Vous pouvez me faire la tête que vous faisiez quand vous étiez avocat fiscaliste? C'est dur sans la bouche.
Et la tête que vous faisiez quand vous avez assisté aux attentats du 11 septembre. Bien. La tête de votre père quand il a appris que vous lâchiez votre job de fiscaliste pour devenir comique. Et la tête que vous faisiez avant de monter en scène la première fois. Ah oui. La tête que vous faisiez pour convaincre Antoine Decaune que vous étiez Coluche. Ah, faites-moi la tête que vous faites quand vous draguez. Ah ouais. C'est pour ça que ça marche pas. Je ne peux rien dire. Et quand vous entendez Marine Le Pen, faites quelle tête? Ah oui. Un homme vous drague. Quelle tête faites-vous pour lui expliquer que vous n'êtes pas vraiment homosexuel? Le 6 décembre à Édouard VII et le DVD c'est le 2 décembre. Franz-Olivier Gisbert, rebonsoir. Alors, télévision, édition, presse, vous n'arrêtez pas. Faut dire, vous avez 2 pensions alimentaires sur le dos quand même. Hein. Ouais, vous êtes bien informé, hein, bien informé. Il faut travailler après. Oui, C'est chiant. Hein. Puis là, c'est jusqu'à la fin de vos jours. Hein. Oui, absolument. Même mort. Heureusement que vous avez la santé, hein, à part 1 ou 2 cancers. Mais bon. Oui, mais enfin, je n'ai que des cancers, moi. Ouais, Jamais de grippe, rien. Alors, en télévision, donc, vous animez sur France 5, qui est la chaîne de la connaissance et du savoir, une émission philosophique de très haut niveau, qui s'appelle Les Grandes Questions, et on regarde... Ça, c'est le service public. À quoi ça ressemble. Attendez. C'est vrai. Oh, yeah. Voilà les grandes questions. C'est sur France 5, tous les jeudis à 21h40. Et c'est vraiment bien, quoi. Alors là, c'est là que tu es obligé de faire bitou, parce que si tu veux... Non, moi je sais faire le léopard. Ah, monsieur est devenu l'ami des léopards. Quelle grâce. Ah oui. Oh. Super. C'est un bestiaire, en fait. Caroline, faites quoi comme animal, vous? La chienne. Faites voir. Et maintenant, mesdames, messieurs, et maintenant, Jean-Pierre Chevènement. Ah oui. Bien, le lion de Belfort. Bon. Je vais vous faire le cheval, je suis un peu obligé. Ah oui. C'est le cheval. Il est très malade, hein. Il est très malade. C'est un vieux... Il a un cancer terminal, hein. C'est un vieux percheron sur le retour. C'est un vieux cheval pourri, il faut dire la vérité. Oui. Alors, donc on a vu la télé, votre formidable émission, et maintenant on va parler de l'édition. Donc publié au Cherche Midi, un dictionnaire d'anticitations pour vivre très con et très heureux. C'est donc un livre de définitions et de faux proverbes. Vous avez écrit ça quand? Pendant que Edwige Plenel enquêtait sur Cahuzac? Non, c'est avec Edoui, on a fait ça tous les deux. Ah, tous les très deux. Drôle. Ah, bah, oui, le sens de l'humour de Edwige Plenel est très il connu. tellement drôle. Bien Ah, sûr. oui, non, on a fait ça tous les deux. Alors j'en ai noté quelques-unes qui sont drôles. Bill Clinton a gagné toutes ses érections. C'est vrai? C'est bien. France, monarchie tempérée par les grèves, les révolutions et la décapitation du roi. C'est vrai. Ouais. Et il y en a une autre sur la France que j'aime beaucoup, où il est question d'un peuple épris de révolution, mais qui, au fond, a choisi de vivre tranquillement. Alors, sur François Hollande,
tous ceux qui le prennent pour un caramel mou finissent toujours par se casser les dents dessus. Ah bah c'est vrai, ouais. Bah ouais. Ah, il y en a une qui est bien. Jeunesse, maladie qui se soigne toute seule. Hélas. Voilà. Kouchner, le chevalier blanc de la tartufferie. Non. Il y a la meilleure, c'est Bernard Kouchner au Gabon. Ah, Vous savez que... J'ai honte. Vous C'est savez dégueulasse. que Péan s'est fait accuser d'antisémitisme pour ça. Moi, on peut pas. Mais Péan non plus, on peut pas. Mère juive, tu te lèves la nuit pour aller pisser, quand tu reviens, le lit est fait. Socialisme, tiens, Jean-Pierre, réussit toujours quand il n'est pas au pouvoir. Alors, Strauss-Kahn. Non, j'ai honte. Non, j'ai honte. Plat de nouilles dont une seule est dure. Oh non. Non, le livre est vachement bien. Hein. Et puis à la presse, alors Le Point, vous dites toujours que vous allez partir, mais en fait vous êtes toujours là. Et dites pas que c'est pour bosser sur votre émission de télé que vous allez partir, parce que je vous connais, Franz, moi. Non, mais je vais rester au Point. Mais je me mettrai au service de la nouvelle direction. Ah, voilà, tous c'est ces jeunes là, qui arrivent, il faut laisser la place. Moi, je suis pour la transmission. C'est vrai, Franz, que Le Point, vous connaissez la recette. Hein. C'est quoi? Voilà, bah, vous faites toujours la même chose, ça marche à chaque fois. Ouais. Bah, enfin, ça marche moins pour Hollande. Hein. Et puis il y a aussi cette recette-là. Pourquoi vous n'avez pas écrit cet islam qui ferait bien de rentrer dans son pays? C'était trop long? Ça, votre question, franchement, regardez bien le titre, ça vous a pas échappé. C'est cet islam. Il y a quand même un islam sans gêne. Ah, c'est pas Ce n'est pas l'islam qui gêne, l'islam d'accord. sans gêne. C'est tout à fait Ça, différent. vous le faites moins, là. Regardez, là. Oui, alors ce catholicisme, écoutez, excusez-moi, je ne veux pas dire c'est un corbillard, mais enfin, on ne va pas tirer sur une ambulance quand même. Ouais. Bon, ensuite, ce judaïsme, ça va, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut en ce moment, sans arrêt dans la presse. Vous regardez quand même le net, espèce de poubelle, Ouais, je là, sais, c'est de trucs épouvantable. dégueulasses, Ouais, absolument de tous les côtés. Donc, c'est pas du tout la même chose. Alors, Franz, on va continuer avec Le Point. On va faire une interview à la une du Point. Alors, vous allez répondre aux questions, en fait, que vous posez à la une du Point. Vous allez y répondre personnellement. Alors, les Français sont-ils paresseux? Non, évidemment que non. Mais il y en a des paresseux. C'est bien évidemment. parce qu'ils posent la question en une, mais après... Non, il faut faire l'effort de lire à l'intérieur ce que tu as dû faire. Ah. Ce que tu as dû faire. Les questions de journalistes, mon pote, t'en poses tout le temps. Ouais. C'est souvent l'avocat du diable, etc. Ouais. Donc, à l'intérieur, bah oui, il y a des Français paresseux. Il y D'accord. a des Français pas paresseux. Et globalement, les Français travaillent moins que les autres. Faut peut-être qu'ils travaillent un peu plus. Pépère est-il à la hauteur? Bah non, et puis en même temps, il va peut-être l'être. Il joue caché. Il joue dissimulé. Il sait, à mon avis, il sait où il va. Mais il l'a pas dit. Il n'y a que lui qui le sait. Ouais. Or, la politique, ça consiste aussi à parler, à dire aux gens, voilà ce qu'on Ouais. va faire, voilà pourquoi on va le faire, vous allez Ouais. en baver, mais on va faire ceci après, etc. Ouais. Et si c'était encore Sarkozy? Je crois pas ça. Moi, je crois que la page Ouais. est tournée. Ça, je crois que la page est tournée. Vous savez, on est dans l'américanisation de la vie politique française, fait que ça va de plus en plus vite. Et vous avez remarqué aux États-Unis, quand c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire, il a eu son tour, hein, il a eu sa chance, et après, clac, on passe à autre chose. Qui ment le plus? Ouais. Ouais, et ils ont bien menti chacun, par omission. Mais ça, c'est la politique, hélas. Moi, je rêve d'une politique où on dirait les choses. On a besoin de ça. On est dans la n'a pas ça. dissimulation, là, On ouais. a de toutes parts. Je veux dire, quand on entend la droite, voilà. Et puis alors, le Front National, avec on va sortir de l'euro, ça va repartir l'économie. Non, mais ils nous prennent pour des imbéciles. Sommes-nous seuls dans l'univers? Bah non, puisqu'il y a des exoplanètes, on les découvre tout le temps, c'est-à-dire des planètes dans d'autres univers. Comme la Bah Terre, oui, avec voilà, la comme la même Terre. atmosphère. Oui, peut-être qu'on va arriver un jour des poulpes géants ou je ne sais quoi, des choses vertes. Eh, Franz, faut arrêter un peu. Ah non, moi je prends pas de ces trucs-là. Ah moi. bon? Ah non, j'ai vu ça autour de moi, les dégâts que ça fait, j'aime pas ça. Moi, là. Merci. Franz-Olivier Gisbert, mesdames, messieurs. On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. Et c'est Éric Brunet qui anime Carrément Brunet sur RMC que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous nous poserons la question, Hollande peut-il connaître le destin des Bleus? Oh
Hollande peut-il connaître le même destin que les Bleus? La presse le bombarde de critiques. Ils mouillent pas le maillot, les mecs. Sa popularité est au plus bas. Il n'y a pas de physique, il n'y a pas de technique, c'est très faible. Tout le monde mise sur son échec. Voilà, on est des perdants. Mais c'était pareil pour les Bleus. Et pourtant, ils ont battu l'Ukraine. On n'y croyait pas forcément et pourtant ils l'ont fait. Moi je dis bravo, bravo. Alors, Hollande saura-t-il entraîner la France vers le succès, comme Deschamps a entraîné les Bleus vers la victoire? C'est un guerrier, il est en bon état d'esprit, il aime le combat, donc il a tout ce qu'il faut. C'est bien gentil Didier tout ça, mais aujourd'hui, Hollande, personne n'y croit. En tant que champion du monde du pessimisme, les Français sont toujours prêts à imaginer le pire et à s'auto-dénigrer. Faut dire qu'il y a des raisons d'être inquiet. Au début du mois, Standard & Poor's nous a collé un carton rouge en baissant la note de la France. La semaine dernière, c'est un quotidien suédois qui titrait carrément sur la catastrophe économique française, tandis que le ministre suédois des Finances nous zlatanait en décrétant que la France n'est pas viable à long terme. Mais c'est en France que Hollande est le plus critiqué. Il se fait siffler et l'opposition se déchaîne contre lui et son équipe. Hervé Morin réclame sa démission. La vraie question, c'est que s'il voulait vraiment rendre service à son pays, c'est qu'il parte. Marine Le Pen, elle, exige la dissolution de l'Assemblée nationale. Pourtant, il y a aussi les raisons d'être optimiste. Par exemple, le prix Nobel d'économie Paul Krugman estime que notre économie ne va pas si mal et que la France ne méritait pas d'être dégradée. Encore mieux, la banque américaine Citi pronostique qu'en 2017, la croissance sera plus forte en France qu'en Allemagne. Retourner la situation, bon, il faut de l'efficacité, il faut des choses qu'on ne sait pas au début du match. Aujourd'hui, personne ne croit que la France pourrait bientôt battre l'Allemagne sur le plan économique. Avant le match France-Ukraine, c'était pareil. 90% des parieurs avaient misé sur la défaite de la France. Hollande peut donc encore rêver de déjouer les pronostics. Et qui sait, en 2017, les Français descendront peut-être dans la rue pour fêter sa réélection, comme ils ont fêté cette semaine la victoire des Bleus. Qu'est-ce qu'on est fiers d'être français ce soir. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe avec Brunet Bonsoir. Vous animez carrément Brunet du lundi au vendredi à 13h sur RMC et vous êtes à plus 19%. Bravo, bravo. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors Hollande, peut-il connaître le destin des Bleus, un sursaut, un miracle? Eric. Oui, il peut connaître le destin des Bleus, mais écoutez la suite. La France était le premier pays du monde il y a 100 ans, et les Bleus étaient une grande équipe en 98. Depuis, l'équipe de France de foot est la 21e nation selon le classement de la FIFA. Et je crois que la France, qui est la 5e puissance du monde encore aujourd'hui, va devenir, grâce à Hollande, probablement très rapidement, la 21e nation du monde. Les économistes les plus optimistes disent qu'en réalité, on n'est pas 5e, qu'on est 9e. Et les plus pessimistes disent déjà qu'on est la 20e nation. Ouais. Je pense qu'il est en train de précipiter ce pays vers le néant. Et je pense surtout que le bonheur est ailleurs. Franchement, je n'imagine pas une seconde que ça puisse aller mieux en France parce que tout est devenu tellement compliqué, ce pays est devenu tellement irréformable. Tout le monde sait qu'il y a 1 million de fonctionnaires en trop, mais personne n'aura jamais le courage de les supprimer, ces fonctionnaires. C'est la faute du quinquennat, c'est-à-dire oui, probablement le quinquennat. Qu'est-ce que vous voulez? Si un type a du courage, il se fait sortir au bout de 5 ans avec toute son administration et c'est au suivant de venir. Donc, bien évidemment, le clientélisme est devenu le panari de la démocratie française. Et il n'y a aucune... Mais vraiment, j'en veux terriblement aux optimistes parce que les optimistes mentent. D'accord. France. Quand même quelques petites objections. On est des cons, c'est foutu, il faut aller ailleurs, barrons-nous. Mais non, c'est un pays qui a encore énormément de réserves, énormément d'énergie, qui a une histoire absolument magnifique, qui a un très beau modèle. Le modèle républicain français, franchement, c'est une merveille. Alors, bon, il faut reconstruire tout ça. Non, mais la question, c'est Hollande peut-il connaître le destin des Bleus? Oui, non. Écoutez, le truc, c'est qu'on croit toujours, dans la presse notamment, que l'avenir, c'est du présent qui se perpétue. Non, il y a sans arrêt des ruptures. Ouais. Et une personnalité politique, de toute façon, tant qu'elle n'est pas morte, à 2 mètres sous terre, elle ressuscitera toujours, c'est sa fonction. Donc, je pense qu'il va avoir du mal à ressusciter, lui, particulièrement, parce qu'il a très mal démarré. Mais il peut très bien ressusciter. Bah oui, c'est arrivé. Moi, je ne partage pas ce pessimisme à perte de vue. Je pense que la France est un pays, comme De Gaulle disait, qui va de déclin en renouveau. La France a des atouts. Bah oui, bien sûr. Elle a des atouts, elle a sa démographie. Nos grandes entreprises sont vraiment
très performantes au niveau mondial. Il n'y a qu'un seul inconvénient, c'est qu'elles n'investissent pas en France. Mais en dehors de ça, elles sont très bonnes. Pour filer la métaphore avec les Bleus, il y a un autre point commun entre l'équipe de France de foot et la gouvernance de Hollande. C'est qu'après Naïsna, après le bus et la grève des milliardaires grévistes là, à Naïsna, on a dit... Oh là là, attention, plus jamais ça, on va réformer le football français. Et vous allez voir la nouvelle génération qu'on vous prépare. Et puis on s'est rendu compte que timidement, peu à peu, les sélectionneurs ont remis tous les mêmes joueurs, etc. Et que ça scandalisait les Français. Donc, incapacité à réformer les institutions du football, incapacité à réformer la France de la même façon. C'est pas pour la ramener avec mon bouquin, mais à l'occurrence français, il y a comme synonyme ronchon, scrognonieux, etc. Mais c'est ça le problème de la France. Alors attendez, France, c'est foutu, on va pas y arriver. On va parler du gouvernement. Pour l'équipe de France, donc c'est Mamadou Sakho et Karim Benzema qui marquent. Qui au gouvernement peut marquer? Il n'y a personne en dehors de Val, ça c'est clair. Non, il y a Taubira. Taubira, mais c'est pas... Taubira, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai tribun. Alors je veux dire, on connaît ça, l'art oratoire, l'art de prendre la parole, de s'imposer et d'empêcher ses voisins de parler, par exemple. Vous voyez ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Il y a peu de gens qui l'ont. C'est un tribun qui s'impose. Mais... Il y a quelque chose chez elle de fondamentalement médiatique. Et je veux dire, ce qu'on a... ça vous gêne, ça évidemment que ça me gêne. Évidemment. Jean-Pierre. Mais il y a de très bons ministres dont on ne parle pas du tout. Je vais prendre l'exemple de Le Drian, le ministre de la Défense. C'est un très bon ministre. Vous savez, j'ai connu beaucoup de ministres de la Défense. Et je vais vous faire une confidence. La plupart terminent timbrés. Pour une raison très simple, c'est qu'à force d'écouter de la musique militaire... Le Drian peut être notre Mamadou Sakho. Cazeneuve a l'air très sérieux. Très brillant. Il est très sérieux. Très solide. C'est magnifique. Le Drian est charmant, c'est probablement un bon ministre de la Défense, mais on parle de mission régalienne, c'est-à-dire qu'il est payé pour dépenser du fric. Aujourd'hui, le bon ministre, c'est celui qui engage une réforme de l'État. Tiens, qui est ce non-ministre de la non-réforme de l'État? On ne sait même plus qui c'est. Là où on peut gagner de l'argent, enfin, il faut des stars, et nous n'avons pas de stars. Voilà. Est-ce que je peux vous contredire? Dans l'état actuel du système médiatique, un ministre qui ne fait pas parler de lui est un bon ministre. Alors, comme Deschamps, Hollande, c'est un chef sans charisme, il est victime d'un violent bashing, il fait le dos rond. Est-ce qu'à force de faire le dos rond, il ne va pas avoir un truc qui va arriver, une reprise de la croissance, un truc qui va le sauver? C'est ça peut-être son erreur. C'est-à-dire qu'il attend la reprise de la croissance, il l'annonce d'ailleurs, il dit ça va revenir. Le problème, c'est que tous ses prédécesseurs ont un peu fait ça. Et que la croissance, on n'appuie pas d'abord sur un bouton pour qu'elle revienne. Pour qu'elle revienne, il faut des conditions. C'est-à-dire qu'il faut un pays bien géré, sans trop de déficit. Or, aujourd'hui, la France, c'est une marée de déficit, avec un endettement qui ne cesse d'augmenter. On va arriver très vite à 100% par rapport au PIB. Une entreprise, elle ne tiendrait pas comme ça. Donc, il faut aussi qu'ils se battent. Et comme disait Brunet, c'est vrai, il faudrait, dans différents postes importants, régaliens, des gens qui se battent pour réduire ces dépenses qui permettront demain de baisser les impôts. C'est vrai que pour l'instant, l'équipe de France, quand elle a une victoire, c'est 1, 2, 3, 0. Hollande, quand il met une nouvelle taxe, c'est aussi 1, 2, 3, 0. Oui. Il y a eu, dans une Coupe du Monde, il y a quelques années, un pays, c'était peut-être la Hollande, je me trompe peut-être, qui a dit « Notre génération de joueurs n'ira pas dans cette Coupe du Monde, elle n'ira pas très loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on les vire, on met que des jeunes. Ah, ils ne vont pas aller très loin non plus, mais on va préparer la génération de la Coupe du Monde suivante. Pas du tout l'esprit de la c'est ce qu'on France aurait dû faire après l'Afrique du Sud, et c'est ce que devrait faire aujourd'hui Hollande en disant attention, je vais casser un petit peu le moule de la rue de Solferino et du Parti socialiste en étant innovant, en étant un peu plus social-démocrate, en étant plus moderne, en étant pro-business, en faisant ruisseler l'argent sur les terroirs de France. Mais il n'y arrive pas. Ruisseler. Mais oui. Mais c'est ça. Mais il n'y arrive pas. Parce que c'est contraire à son ADN et à notre culture collective. Bien sûr, il n'a jamais travaillé, il n'a jamais fait de business. Si vous permettez, pourquoi parler tant de Hollande aujourd'hui comme de Sarkozy hier, leurs caractéristiques personnelles? Finalement, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le choix politique, c'est la vision. Or, vous essayez de réduire le déficit, mais je n'entends rien de très original par rapport à ce que disent les hommes politiques. Moi, je vous dis une chose, la monnaie, vous dis-je. J'ajouterais la psychologie.
Je crois qu'on n'en peut plus de cette espèce de culture du pessimisme, du déclin, etc. Tout ça, ce sont des réalités qu'il ne faut pas nier, qu'il faut voir, mais il faut simplement se battre. Rien de bon ne sortira d'une situation où le président de la République est aussi bas dans les sondages. Ça libère une parole nauséabonde. Le moindre connard, il se met à siffler sur les Champs-Élysées. Tout ça n'est pas bon pour les institutions en soi. Donc même si, bon, on n'aime pas l'action, un président de la République à 10-20% d'opinion favorable, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est le président de la République, quand même. François-Xavier, les gens ne demandent qu'à y croire. Regardez ce qui s'est passé mardi soir. On avait gagné la Coupe du Monde mardi soir. On était les champions du Brésil. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens, ils ne demandent qu'à y croire. Quoi. Il faut leur donner des raisons d'y croire. Exactement. Mais pour y croire, il faut croire dans ce président de la République. Jean-Pierre? Le peuple français est un bon peuple. On peut en tirer beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut, c'est la vista. Il a besoin d'un chef, comme tous les peuples. D'une vision. Oui. Et après tout, Louis XI n'était certainement pas plus charismatique que François Hollande. Hein. Ouais, enfin, il n'était pas élu. Et puis, il passait pas à la télé. Ouais. Éric, merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Christophe Lamar. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir, car vous êtes l'un des vrais héros de notre monde moderne, je dirais un saint homme, qui donne sa vie pour soigner les plus pauvres des plus pauvres. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et j'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ». Ça a remonté le moral, votre débat, à la fin. Ouais. On court vers le précipice. Bon, après les polémiques de la semaine passée, la République est passée à autre chose. Oui, parce que c'est aussi ça, la France. La République, c'est vraiment une pouffe. Ah bah, quand est-ce là, c'est se casse. Tu vois, ce truc. Alors, tu veux qu'on divertisse? Eh bien, on va t'en donner du divertissement, connasse. Tiens, par exemple, info majeure, arrivée du Beaujolais nouveau avec cette question. Cette année, est-ce qu'il aura le goût de banane? Oui. Hélas, non. Hélas, non. Comme d'habitude, il a ce goût de kiwi macéré dans du vinaigre. Et ouais, il n'y a pas bon Beaujolais. Pardon, excusez-moi. Mais cette semaine, c'est une semaine, contrairement à ce qui a été discuté, chargée d'ondes positives. Ah oui. La magie du football. Moi, j'adore le football. C'est tellement intelligent, c'est tellement subtil. Mais comment, au XXIe siècle, peut-on encore préférer lire un livre quand on a la chance de mater Ribéry coursant un ballon comme un clébard hystérique, appuyant sur le postier du village? C'est d'une beauté. Et on a réussi, on a battu les Ukrainiens. On est comme ça, quoi. Nous, on arrive à se bouger le cul que lorsqu'on se fait humilier, en fait. Ouais. Autant en tirer quelques leçons. Le successeur de Deschamps, il ne faudra pas le chercher dans un club de foot, mais dans un club SM. Okay. Avec, je vois déjà la petite annonce. Équipe de baltringues surfriqués, blasés, cherche maîtresse dominatrice pour humiliation planétaire. Mais avant cette victoire, quel tapage, Alors j'ai regardé la conférence de presse avant le match, c'était Giroud qui était prêt à mourir sur la pelouse. Ouais. Encore raté. Non, les mecs, il faut arrêter de leur faire des conférences de presse, ils sont pas équipés pour ça, quoi. Enfin, non, faut trouver d'autres moyens pour qu'ils communiquent leurs émotions. Je sais pas, le dessin, la poterie, tu vois, un truc. Non, mais quand t'entends Giroud en conférence de presse, bon, bah, t'es content qu'il fasse pas pilote de ligne, quoi. C'est le mec qui fait commandant de bord et est capable de cracher l'avion sans décoller. C'est un moment. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'a dit Deschamps pour motiver les joueurs? Moi, je sais. J'ai le réseau, quoi. Connais la réponse, c'est ce qu'il a dit. Vous savez, les gars, au Brésil, il y en a plein des mecs comme Zaya. Ouais, Gaspard. Bon. Sinon, autre chose, quelque chose de majeur, oui. Alors, on vient de sauver le quinquennat, contrairement à tout ce que... On vient de sauver le quinquennat. On a compris que pour faire plaisir aux Français, il suffit de simplifier les impôts. Ouais. Mais enfin, c'est bien sûr, messieurs les Français, ils ne souffrent pas de payer trop d'impôts. Au contraire, ils en raffolent. C'est juste qu'ils veulent comprendre à quelle sauce ils se font manger, c'est tout. Comme disait mon banquier, le problème, c'est pas de se faire enfiler, c'est juste d'avoir une visibilité sur le diamètre.
Parce que là, et c'est là où Hérault qui en prend plein la tronche, mais il écoute les gens. Il écoute. Il touche une vraie problématique. Il est au diapason de la société parce que c'est la préoccupation majeure des gens. Enfin, il faut être con. T'imagines la famille française typique, le type qui rentre le soir, qui rentre de l'usine, il se retrouve à table avec sa femme, avec ses gosses, le chômage qui lui pend au nez, il dit à la petite famille « Bon, écoute Nadine, apparemment ils vont délocaliser le boulot, je suis plus sûr, la propriétaire, Madame Roux, elle parle d'augmenter le loyer, mais c'est pas le plus grave, il y a plus inquiétant. » Mais quoi, chérie, t'as le cancer, t'as flashé sur la bouchère? Non. Non. C'est pire, il paraît que c'est pas pour tout de suite la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Pour le reste, cette semaine, je dois dire, Hollande a été impeccable. Elle a trouvé un conflit à sa taille, le Proche-Orient. C'est normal, pas de solution simple pour un Orient compliqué, disait De Gaulle. C'était une mission pour Hollande, quoi. Bonjour, je complique, donc ça doit être simple, tu vois. D'une aisance, le type. C'est le mec qui chalomme entre les mines, il salamalek entre les barbelés, là, c'était lui ou Julien Courbet, quoi. En problème de voisinage, c'est les meilleurs. Non, mais quand t'arrives à faire une coloc avec Valls, Taubira, Montebourg et Désir, le Proche-Orient, c'est une maternelle. Puis, je savais pas, mais il est polyglotte. Il parle hébreu et arabe. Le mec, c'est Captain Shalom Aleikoum. C'est là où, en fait, on voit ses limites. Plutôt que d'être président, il aurait fait un excellent maire de Deauville ou de Marseille. Oui. Peur sur la ville, passons à autre chose. Alors, on a attrapé le méchant, ouf, non, moi, j'en pouvais plus, quoi. Sa tronche au JT, les chaînes info, là, c'est pas contre lui. Mais bon, je veux dire, c'est pas... Enfin, on tient le premier criminel qui est à l'image de la présidence actuelle, quoi. Le mec qui n'a aucun cap. Gaspard. Non, mais... Le type, il hésite chez BFM. Il canarde un stagiaire chez Libé. Il prend un otage, un mec sur les champs qui relâche au bout de 3 secondes. Devant un distributeur de la Société Générale, il tire 3 coups de feu et on le retrouve dans un parking sous Xanax à Colombes. Mesrine, il voit ça, il se dit c'est qui ce blaireau, quoi. Bon, alors, on a eu une info, alors il s'appelle Abdelhakim Descartes. On comprend mieux pourquoi il a attaqué Libé. Il aurait attaqué Minute, c'est lui qui se prenait un coup de fusil à pompe. Mais les choses vont mieux. Par exemple, en Bretagne, on entend moins les Bretons. C'est vrai. La contestation s'essouffle. Mais ça, c'est normal. Ils ont détruit tous les portiques. C'est bon, quoi. Il paraît qu'il reste un portique et 2 radars qui marchent en Bretagne. Ouais, c'est bon, c'est cool maintenant. Si tu as une conduite un peu sportive, grâce au bonnet rouge, Paris, c'est à 2 heures de Quimper. Parlons monnaie. On a emprunté 4,5 milliards pour solder l'ardoise du Crédit Lyonnais. Alors, pas d'inquiétude, Thomas Fabius se porte caution. Non. International, ces 2 lionceaux sont nés dans le zoo de Gaza. Ouais, ça. Alors bon, il y a un truc, ils portent les noms des 2 roquettes tirées vers Israël. Non, mais attention, c'est des roquettes super importantes, hein. C'est les seuls qui ont passé le mur. Ouais. Donc, ouais, parce que les mecs, c'est pas des artilleurs nés, quoi. C'est pas... Avec eux en face, Verdun, ça aurait duré une après-midi, quoi. Moi, je les trouve d'ailleurs assez durs, les Palestiniens, avec la colonisation israélienne. Oui, ils nous colonisent. Il faut être un peu honnête. En général, quand tu colonises, c'est pour accaparer des ressources. Oui. Non, mais coloniser la Palestine, je veux dire, à moins d'être fasciné par les Mercedes des années 60, le sable et l'huile d'olive... C'est pas... Happy birthday. On commémore le 50aire de la mort de Kennedy. Oui. Bon, ok, mais faut arrêter. Quel frimeur, quand même. Rouler en décapotable un 22 novembre. Ouais. Faut pas s'étonner qu'après, t'attrapes un coup de froid carabiné, quoi. C'est... Mais quelle est la vraie bonne nouvelle? Dans le cadre d'un plan pour la lutte contre l'obésité, à Moscou, on peut avoir un ticket de métro gratuit contre 30 flexions. Ouais.
J'ose pas imaginer ce qu'il faut faire pour le bus gratuit à Mykonos. Alors, pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust. Je vous retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain à 15h sur Canal+. Et bien sûr, sur canalplus.fr. Bravo Gaspard. Terrien. Vous aussi, vous pouvez suivre l'actu de l'émission sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre Terrien du samedi 20h. Christophe Lamar, rebonsoir. Vous êtes né le 16 février 1966 sur le plateau de Creil, dans l'Oise. Votre père est ingénieur chez Schneider Electric, votre mère est directrice d'école en ZEP. Et à l'époque, sur le plateau de Creil, tout le monde bosse à l'usine et travaille dur pour gagner sa croûte. Tout le monde bosse. Idéologie du travail. Au moins le père. Et qui sont bien payés. Petit, vous êtes souvent malade, hein, asthme, infection respiratoire. Et le médecin vient souvent à la maison, évidemment, pour vous soigner. Et vous en faites votre modèle. À 14 ans, vous entrez dans la protection civile. Et à 16 ans, vous devenez pompier volontaire. Et c'est là que vous découvrez l'hôpital. Et vous dites, c'est ça mon truc, je ne ferai pas autre chose. C'était compliqué parce que j'étais pas un très très bon élève dans les années supérieures. Hein. À l'école primaire, ça allait. J'étais un peu dissipé et je me disais, il va falloir que je me calme, que je commence à bosser parce que je sens que je ne saurais rien faire d'autre. Alors après le bac, quand vous arrivez à la faculté de médecine de Lille, vous spécialisez en médecine générale et vous dites, je voulais soigner les gens dans leur quotidien, un peu comme ce médecin qui venait chez vous quand vous étiez petit. C'est ça, je voulais faire ce boulot. Alors en 1994, vous vous installez dans le quartier de l'Homelet, à Roubaix-Nord. Alors c'est un quartier terrible parce que la natalité y est la plus élevée, le chômage a son taux le plus haut et l'espérance de vie est la plus courte. Alors vous associez à un médecin du quartier qui vous prévient pour les toxicos, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le Subutex pour remplacer l'héroïne, hein, et vous vous retrouvez très rapidement en train de vous faire braquer par des junkies qui sont armés d'un couteau, voire d'un tesson de bouteille, quoi. On n'en est pas large, hein, parce qu'un type en manque, il est prêt à il n'a vraiment pas envie de rigoler. Ah oui. Ça, c'est sûr. Il n'a pas d'humour. Alors, 3 ans après votre arrivée dans ce quartier, votre associé meurt d'épuisement. Et vous allez encore y rester 17 ans. J'ai pas compris. Je me suis dit qu'il avait dû pas bien faire et que moi, j'allais y arriver. Alors, vous achetez un hangar pour y créer une maison médicale avec un kiné, un gynécologue, un orthophoniste. Alors, au début, vous fermez à 20h, puis à 22h, puis à minuit. Et un matin, vous sortez, il fait jour. Voilà. Là, je me suis dit, il y a un truc qui va plus, là. Alors, vous voyez une mère alcoolique, par exemple, qui a oublié de changer les couches de son bébé. Le bébé a les fesses en sang. Puis il y a les femmes battues. Ça, c'est terrible. Le mari de l'une d'entre elles lui avait cassé la mâchoire à coups de ranger. Et elle va à l'hôpital pour se faire mettre des fils, évidemment, en acier dans la bouche. Mais elle refuse de retourner à l'hôpital pour les enlever. Et c'est vous qui êtes obligé de le faire vous-même, avec une pince coupante, que vous allez chercher dans la boîte à outils de votre voiture et sans anesthésie. Un bon coup de rouge, c'est tout. Son mari finira par lui rouler sur la tête avec sa voiture, quoi. On la voit se trimballer en déambulateur de temps en temps encore. En 2000, le gouvernement Jospin met en place la couverture médicale universelle. Donc ceux qui gagnent plus de 700 € par mois sont obligés d'avancer l'argent quand ils vont chez le toubib. Un rhumatologue qui va vous faire des infiltrations, s'il en fait une de chaque côté, c'est 100 €. Et c'est pour quelqu'un qui gagne 1000 € par mois, c'est impossible. Donc il va rester avec ses genoux douloureux. Ce qui fait, Christophe, que vous retrouvez vous en train de faire des infiltrations. Oui, si je me fais choper, c'est indéfendable, quoi. Oui, complètement. Si je fous une infection, on va dire, mais vous n'avez pas à faire ça, c'est les rhumatos, mais bon. Il y a aussi l'histoire d'un mec, c'est terrible, qui vous fait un chèque de 6,90 € et qui vous dit, s'il vous plaît, encaissez-le le mois prochain. C'est terrible. Moi, je dis vite, Marisol Touraine, faites-nous le tiers payant intégral pour que les travailleurs pauvres puissent se soigner dignement, n'aient pas de retard au diagnostic, pas de perte de chance, puisqu'on n'arrête pas de dire que les gens, il faut les remettre au travail,
il faut qu'ils se lèvent le matin. Et ben, ceux qui se sont remis au travail et qui se lèvent le matin ont en fin de mois pas les moyens de se soigner, ni eux ni leurs enfants. Et il vaut mieux être très très pauvre, avoir la CMU pour se soigner, que de bosser dans des métiers durs. Oui, ça incite pas les gens à travailler, non, parce qu'au-dessus de 700 €, voilà. c'est vous qui avancez le pognon pour les tout-bibs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Celui qui gagne le SMIC, il a le boulot le plus dur, puis en fin de mois, il ne peut pas se soigner. Alors, au cours des années 2000, vous travaillez 16 heures par jour, et un jour, vous faites même 104 consultations dans la journée. Ouais. Ah, là, la Sécu a pété les plombs. Ouais. Oui, parce qu'il y a le rodateur. Donc la Sécu, ils voient consultation à 1h du matin. Ils n'étaient pas là, ils ne voient pas ce que je fais. Eux, ils relèvent les compteurs, c'est tout. Ouais. Et en 2007, une nuit, à minuit passé, partez en arrière, et là, vous commencez à convulser. Ouais. J'ai fait des patients qui appellent le 15. Ouais. ouais. Et j'étais tellement exténué, tellement au bout du rouleau, qu'après une journée de dingue et les 2 nuits précédentes à presque pas dormir, en hiver, j'ai convulsé. Vous dites, quand on soigne les gens, on oublie la fatigue. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est remarquable. Ouais. 10 jours plus tard, vous avez repris le service et vous recommencez vos journées de 16 heures. Vous êtes toujours ouvert, hein? Mon cabinet, c'était la version médicale de l'épicerie arabe. 6 mois plus tard, nouvelle crise d'épilepsie. Et voilà. Ouais. Alors là, vous dites, je vais mourir dans mon cabinet, comme mon associé. Voilà. Il va falloir changer un peu de braquet, là. Ouais. Là, vous vous installez au centre-ville, à Roubaix, et vous trouvez des gens pour qui même le hard discount est trop cher. Vous dites qu'ils se servent chez ABC, qui récupèrent des palettes de conserve à 6 mois de la date de péremption. Ouais, puis des fruits et légumes que les magasins normaux ne veulent pas. Il faut trier. Ce qui est incroyable, c'est que l'économie locale s'est adaptée à la pauvreté des gens. Et puis vous découvrez qu'il y a encore plus pauvres que les pauvres, les Roms. Voilà. Ouais. Ah, c'est terrible. Pendant 2 ans, j'ai soigné les Roms. Il y avait un campement Rom quasiment dans le centre-ville de Roubaix, à quelques centaines de mètres de mon cabinet. Moi, je n'avais pas l'habitude. Hein, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait encore en dessous, quoi. Il y a des gens qui n'ont rien, mais alors rien du tout. Et là c'était compliqué pour les soigner. Vous dites, quand on expulse les Roms, on rase tout au bulldozer, même les cartables des enfants et les médicaments. Putain, c'est terrible, ça. Alors, ceux qui les aident, ce sont le Secours catholique et la mosquée, la main dans la main. Alors, quand on parle de communautarisme... Là, c'est quand même... Puis quand on parle de république laïque, c'est quand même la république laïque qui les a virés sur le trottoir. Et ceux qui les ont aidés, c'est les musulmans qui ont amené tout de suite de la bouffe. C'est les imams et les curés. Les imams et les curés, Tout de suite, ils m'ont appelé, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit on arrive, on débarque. Et vous les hébergez dans votre ancien... Voilà, le cabinet dans lequel j'ai failli mourir. Votre hangar. Que j'ai pas voulu vendre. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et vous hébergez les Roms. Il y a quasiment 400 mètres carrés, donc il y avait de la place. Alors, l'avenir, vous êtes assez pessimiste quand même, Christophe. Vous avez peur, parce que les enfants qui naissent aujourd'hui, ils travaillent pas, mais ils n'ont pas vu leurs parents travailler. Et donc, finalement, c'est la perte de la valeur travail, quoi. Vous dites on est parti pour un siècle de pauvreté. Ah ouais, là si on fait pas quelque chose très très vite pour récupérer ces gamins qui ont plus la valeur du travail du tout. Bah oui. Et puis qui voient d'autres gosses qui se font 1 000 € par jour en vendant du shit, c'est sûr que là, ça va poser un gros problème. Ça va être compliqué. Oui. Voilà. Vous dites, si les services publics disparaissent de ces quartiers, c'est l'émeute. C'est terrible. Là, le gouvernement n'a pas intérêt à s'amuser à ça parce que les gens, moi je sais, les gens sont sur le fil, vraiment sur le fil. Et il suffirait d'une toute petite baisse, il suffirait qu'ils aient un petit peu faim, qu'un de leurs gosses ne puisse pas se soigner et finisse handicapé ou très malade ou meurt. Et là, ça pète. On n'est pas loin. Et moi, j'ai l'impression que le service public saupoudre en fonction de ce fil à pas casser. S'il voit que ça se tend un petit peu, il va saupoudrer un petit peu plus. S'il voit que ça relâche, il attend. Et on joue avec cette limite, en fait. Et ça, c'est très malsain. Dans mon activité, d'abord, la médecine générale, il faut absolument faciliter l'accès aux soins des travailleurs pauvres. Ça, c'est essentiel. C'est ce que veut faire Marisol Touraine. Oui, voilà. Ça, elle a dit aussi, ça se mettra en place en 2017. Moi, je voudrais qu'elle fasse ça vite. Oui. Parce que c'est une urgence, parce que ça incite pas les autres à bosser, que de voir qu'ils ne peuvent pas aller chez le médecin. C'est un truc de base. Après, il faut absolument remettre les gens au travail. Même si ce n'est pas un travail essentiel qui apporte quelque chose à la communauté,
Il faut absolument que leurs gamins voient que les gens bossent. Qu'ils se lèvent le matin, eux vont à l'école, et le papa ou la maman, ou les deux, vont bosser. Ça, c'est essentiel. Et la deuxième chose, il n'y a que l'école de la République laïque qui peut sortir les gamins de là où ils sont, leur donner l'impression qu'ils ont leur chance et que l'ascenseur social, grâce à l'école, il est encore là. Et là, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Ouais. Merci de votre témoignage, docteur. Merci de m'avoir invité. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Caroline Vigneault à la Comédie de Paris, avec son One Woman Show. Caroline Vigneault quitte la robe. Jean-Pierre Chevènement pour 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire chez Fayard. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Pierre. Merci. Franck-Olivier Gisbert pour son dictionnaire d'anticitation au Cherche-Midi et les grandes questions. Le jeudi soir sur la 5 à 21h40. François-Xavier Demaison à partir du 6 décembre au Théâtre Édouard VII. Et puis le DVD du spectacle qui sort le 2 décembre. Éric Brunet de RMC. Merci Éric. Et Christophe Lamar. Merci de votre témoignage et bravo. Bravo pour ce que vous faites. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Roland. Et pour les abonnés, à 20h50, arbitrage avec Richard Thier. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, Gaspard Proust. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.